Et ils sont tous assez jeunes en fait ce sont de jeunes résistants des temps modernes qui luttent contre la corruption et les dérives des grandes entreprises et les dérives de la grande corruption en Occident. Et alors, la dernière différence, c'est que pratiquement tout ce que je raconte dans le roman est vrai. Đôi khi người ta viết chuyện thật nhưng mà người ta phải giả bộ nói là đây là tác phẩm hư cấu. Nhưng với Bắc Mali lại là tất cả những thông tin chi tiết trong sách đều xuất phát từ những sự kiện có thật. Để thay đổi không khí một chút thì các anh cũng kể cho các anh chị nghe ở đây và cũng mong muốn kể cho bác nghe là cái sức ảnh hưởng của bác lớn như thế nào thông qua cái cách mà độc giả xưng hô khi mà gửi câu hỏi về cho Nhã Nam. Có người xưng em gọi anh, có người xưng cháu gọi chú, có người xưng con gọi ông. Tức là con xin lỗi bác Hạc là con có biết bác dịch như thế nào để có thể truyền tải được cái ý này. Tức là thế hệ độc giả của bác Levy phải từ cách nhau một thế hệ, hai thế hệ, thậm chí là ba thế hệ cũng đang đọc Mark Levy và gọi có một câu hỏi rất là thú vị muốn gửi đến bác. Nhưng đây con cũng xin gửi đến bác, em cũng xin gửi đến Mark Levy là cháu xin được hỏi ông định nghĩa như thế nào về tình yêu? Cháu xin được hỏi ông định nghĩa như thế nào về tình yêu khi mà ông viết nhiều tiểu thuyết về tình yêu như vậy? Và đó là câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi bác Levy. C'était juste une question. Comment définissez l'amour? The interesting thing here is your influence is widely in Vietnam because you have not only the same generation reading your novels, but there are some very young people in Vietnam, like teenagers, reading you, and they call you grandpa. Grandpa. Yeah, grandpa. What is love? What is love, grandpa? J'ai l'air si vieux que ça. Pas grand, je suis pas grand-père encore. It's from your reader. No, not my question. It's from your readers. C'est très difficile votre question. Quand vous dites que mon œuvre est centrée sur l'amour, elle est centrée sur les sentiments humains, ce qui est un tout petit peu plus large que l'amour. Quand on parle d'amour, on parle souvent de l'amour entre deux personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sentiment humain. C'est-à-dire donc l'amour tel que des jeunes peuvent l'imaginer, c'est-à-dire les premiers amours, mais aussi l'amour, l'amitié, qui est quelque chose de très important, qui est une forme d'amour, l'amitié, et aussi l'amour qu'on a à l'égard de nos parents, ou l'amour que les parents ont à notre égard. Et si je vais un peu plus loin, mes romans, ils sont surtout centrés autour de la façon dont le sentiment nous fait avancer dans la vie. Et
Pour vous montrer que je suis pas encore un grand-père, để cho bạn thấy là tôi không phải là một người đi ngầu hay là ông ngoại. je vais vous dire que après 24 ans d'écriture, Sau 24 năm viết sách, je me pose toujours la question et je n'ai pas la réponse à la question qu'est-ce que c'est l'amour. tôi vẫn đặt câu hỏi và tôi không có câu trả lời. Et Và je- câu hỏi là tình yêu là gì? Et j'espère que je ne la trouverai jamais. Có thầy ạ. Yêu đến bây giờ mà không biết tình yêu là gì. Vâng, giống như câu chuyện mà nhà thơ Đăng Khoa mà cô giáo cho bài tập về nhà nhỉ, con trai của nhà thơ Trần Đăng Khoa viết một bài tự phân tích thơ của cha mình á, xong rồi cô bảo cô phê là không hiểu ý tác giả đó, và thậm chí tác giả cũng không hiểu ý của mình là gì, cũng không biết tình yêu là gì, mặc dù đã viết bao nhiêu tác tiểu thuyết về tình yêu rồi, nhưng đâu đó cho chúng ta mỗi người có một định nghĩa cho mình tình yêu là gì. Và trong mỗi cái tác phẩm của Mark Levy, nếu chúng ta đọc chúng ta cũng cảm nhận được ông truyền tải những cái định nghĩa của chính mình về tình yêu. Có thể bác khiêm tốn, bác nói là bác không biết, nhưng mà sau mỗi tác phẩm chúng ta đều nhận ra được là có một cái sự định nghĩa, có một cái góc nhìn riêng. Ngay từ cái tác phẩm đầu tiên, nếu không phải là một giấc mơ, chúng ta cũng biết được tình yêu là không có khoảng cách, là không có biên giới, của một người và một hồn ma đang nằm trong cái tủ quần áo của nhà mình. Hay ngay ở đây chúng ta cảm nhận rằng tình yêu nó không phải là thứ hiện diện ngay trước mắt, mà nó hiện diện trong chính tâm hồn mình. Khi mình có thể đang không yêu ai, hay mình cũng có thể là đang có con rồi, nhưng mình vẫn nhớ về cái mối tình đầu của mình, nhớ về cái cảm thức yêu đương trong cái bản thân mình khi chúng ta gặp lại người nhà Văn, đã khiến cho chúng ta thổn thức những năm chúng ta 10 mấy 20 mấy tuổi. Hay như chính chúng ta đây, nhìn ổng, nghe ổng nói, không hiểu gì cả, nhưng vẫn cảm thấy yêu đương tràn ngập trong trái tim của mình. Đó chính là tình yêu. Bây giờ sẽ không dành thêm nhiều thời gian của quý vị nữa, hãy để cho con tim của mình lên tiếng. Hãy hỏi Mark Levy chia sẻ với chàng ta bất cứ điều gì mà mình muốn hỏi, và chắc chắn chúng ta không thể nào không nhường micro cho anh shipper của chúng ta. Mời em. Cho em một cái mi ban tổ chức. Xin chào mọi người, em xin được phép được hỏi bác Mark Levy bằng tiếng Pháp không? Je peux poser une question en français. Ah, merci. Dans les romans, le premier jour et la première nuit, particulièrement, les intrigues sont très recherchées, très profondes et très puissantes. Attendez-moi. Vous remettez carrément en question l'origine de l'univers, les croyances. Je me permets de vous demander une question. Où allez-vous chercher des scénarios aussi subtils? Et quelles sont vos sources d'inspiration? Thì ở trong hai cái tiểu thuyết là cái này không biết dịch ra tiếng Việt, là cái ngày đầu tiên và đêm đầu tiên á, là tác giả có cảm thấy là những cái gì ta, cái âm mưu nó rất là mạnh mẽ, nó rất là làm cuốn hút con người ta. Nhưng mà cho nên là em muốn đặt cái câu hỏi cho bác là cái trí tưởng tượng ở đâu mà bác có thể có cái tưởng tượng ra những cái diễn cảnh nó như vậy. Xin lỗi em dịch không có hay, em đặt hỏi nhưng mà em dịch. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ce qui est passionnant, en fait, c'est justement de pouvoir imaginer. C'est de sortir, vous voyez, du cadre conventionnel. Et alors, la question qui est posée dans ce roman, qui est celle de l'origine du monde et l'origine de la vie, c'est une question que tout le monde se pose finalement. La question comment tout a commencé. C'est une question que les scientifiques se posent et c'est une question que les religions se posent quand même. Vous voyez. Pardon. Thú vị của cái chuyện mà tưởng tượng là
chúng ta ra khỏi những cái lý thuyết. Và trong cái trường hợp thành tựu như thế này là nó đặt ra những vấn đề mà ai cũng đặt câu trả lời gốc của thế giới, nguồn gốc của con người, một điều mà ai cũng đặt ra. Alors, c'est vrai que pour écrire ce roman, pour écrire ce roman, j'ai dû faire beaucoup de recherches en archéologie, beaucoup de recherches en astrophysique. Je suis allé rencontrer des archéologues, je suis allé rencontrer des astrophysiciens. J'ai lu énormément de choses. Et puis après, c'est le travail du romancier, vous voyez, de s'appuyer sur la réalité de la connaissance pour imaginer une histoire. Mais je vais terminer là-dessus. Quand Jules Verne imagine de la Terre à la Lune, qu'il écrit de la Terre à la Lune, et qu'il imagine qu'on enverra un jour un homme dans l'espace, il se sert de ses rêves pour imaginer ce qui un jour va devenir une réalité. À l'époque où il a écrit le livre, tout le monde disait mais c'est ridicule, c'est impossible. Et peut-être que ce sont ces romans qui ont donné l'idée à d'autres hommes de rendre ça possible. Ma propre enfance. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose qui nous caractérise tous. On appartient à la société et en même temps, à des moments de notre vie, on se sent très différent des autres. Paradoxe de l'enfance, c'est que c'est ce qui fait qu'on est différent des autres et qui nous heureusement on est différent des autres. On en a très peur de cette différence et elle a tendance à nous rendre seuls. Et pendant l'enfance, on fait tout pour cacher cette différence. Et donc c'est là qu'est née l'inspiration. Elle est née sur comment vous dire, à la fois la pureté du sentiment pendant l'enfance et la peur qu'on a d'être différent des autres, alors que c'est cette différence qui va nous donner notre identité. Il y a comme ça certains romans qui viennent tout seuls, c'est-à-dire que tout à l'heure, monsieur parlait du premier jour et de la première nuit. C'est un roman qui demande beaucoup de travail, de documentation, de recherche. Et puis il y a des romans qu'on écrit presque d'une traite, hein, parce que peut-être qu'ils vont chercher des choses qui sont très profondément ancrées et qui sortent tout à coup, qui se libèrent. Et Le Voleur d'ombre, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais pas du tout où j'allais. Et c'est un roman que j'ai écrit d'une traite. Non, c'était imaginé. Ouais, c'était imaginé, oui. Mais parce qu'en fait, c'est comment on veut dire, c'est une métaphore. C'est une métaphore de tout ce qu'on fait en amour sans dire qu'on le fait. C'est aussi une métaphore de l'amour qu'on reçoit et qu'on ne voit pas qu'on le reçoit. La chose la plus émouvante dans le fait d'être parent, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, c'est que pendant les 6 premières années de la vie d'un enfant, on ne vit que pour lui. Et pourtant, il ne se souviendra de rien. Ça, c'est quand même l'amour absolu. Vous imaginez dans une histoire d'amour avec un homme, imaginez que vous allez tout donner de votre vie à un homme que vous allez aimer et qu'au bout de 6 ans, il aura tout oublié.
Vous diriez, mais non, jamais, ça va pas ou quoi? Et pourtant, nos premiers souvenirs, ils remontent à peu près à nos 6 ans. Vous imaginez tout l'amour, le nombre de nuits où nos parents se sont réveillés pour nous rassurer, pour nous donner à boire, pour nous changer, et puis le nombre de jours de congé qu'ils nous ont consacrés à nous emmener, l'éducation. Et on commence à avoir nos premiers souvenirs à 6 ans, et 10 ans plus tard, quand on devient adolescent, la plupart du temps, on leur fait que des reproches. Tôi xin lỗi trước, cho phép tôi nói tiếng Pháp rồi tôi tự dịch luôn nha. C'est votre deuxième voyage au Vietnam, ici, et pour voir uniquement le théâtre de Madame. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous en avez vu et découvert? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour avoir passé 6 ans avec la Croix-Rouge, est-ce que ça vous marque? Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Pourquoi mais parce que j'allais vous dire pourquoi pas, mais parce que c'est un grand cadeau finalement. Vous imaginez, je suis dans mon bureau tout seul à New York et je reçois un courrier qui arrive de l'autre bout du monde, du Vietnam, et une femme metteur en scène que je ne connais pas et a lu mon travail et elle a envie de consacrer une partie de sa vie, de son année, de son temps à adapter mon histoire. C'est un grand cadeau que cette femme me fait. Et donc, voilà pourquoi. Parce que pour lui dire merci. Deuxième partie de la question. Qu'est-ce que vous en avez découvert? D'abord j'ai découvert un merveilleux spectacle. J'ai découvert une mise en scène magnifique. J'ai découvert des acteurs et actrices formidables. J'ai découvert tout le travail qui a été fait sur les costumes, la lumière. J'ai découvert le travail de toute cette équipe des techniciens qui tous les soirs ont démonté les décors pour aller les réinstaller dans un autre théâtre. J'ai découvert tout l'amour qui a entouré ces personnages et leur histoire et qui transcende les frontières et qui transcende toutes les différences. Donc j'ai découvert un moment pour moi absolument d'émerveillement. Je vais vous laisser traduire et après je vous dirai enfin aussi quelque chose d'autre que j'ai découvert. Et puis j'ai découvert quelque chose, c'est que mes personnages sur scène étaient interprétés par des acteurs vietnamiens. Et, comment vous dire, ils parlaient une langue qui n'était pas du tout la langue dans laquelle l'histoire avait été écrite. Et pourtant, ce qui m'a fasciné, c'est qu'au bout de 3 minutes, j'ai reconnu mes personnages. Et ça, je crois que c'est encore une fois une façon de dire merci à la mise en scène et aux acteurs, mais c'est de dire que justement, les mots, les histoires, elles sont là pour nous rapprocher. Et elles sont là pour nous montrer tout ce qu'on a en commun, tout ce qu'on a de différent, mais ce qu'il y a de passionnant dans la différence de l'autre. Et finalement, Julia, maintenant, elle est vietnamienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle pourra très bien rester vietnamienne, et ça change rien à l'histoire, parce que c'est une femme qui a énormément d'amour pour son père, et qui a beaucoup de choses qui ne se sont pas dites, et ça, c'est vrai au Vietnam, et c'est vrai partout dans le monde. La Croix-Rouge, voilà. Pardon, attendez, excusez-moi. Il avait encore une question et je peux lui répondre. La Croix-Rouge, ça a joué un rôle tout au long de ma vie.
Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi về cái thập đó. Cái thập đó đã đóng một cái vai trò xuyên suốt cái cuộc đời của mình. Je vais essayer de vous répondre rapidement sur cette question. Tout à l'heure, on parlait du voleur d'ombre et on parlait de la solitude de l'enfance où on se sent différent et on a envie de cacher notre différence. Khi nãy bạn ta có nêu một câu hỏi liên quan đến cái tiểu thuyết trong bóng, liên quan đến những cái trẻ em muốn che giấu cái sự khác biệt của mình với những người khác. Pendant l'adolescence, on se pose beaucoup de questions existentielles. Qui je suis, quelle est ma place dans la société, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce qu'on m'aime, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis laid, est-ce que je suis intelligent, est-ce que je vais réussir. Khi chúng ta nhỏ thì chúng ta đặt những câu hỏi về sự tồn tại của chúng ta. Alors, on pourrait dire que pendant l'adolescence, le centre de gravité tourne un peu autour de notre nombril. Et puis quand on commence notre vie de jeune adulte, on n'a toujours pas trouvé de réponse à ces questions. Et c'est très pesant finalement. Mais à la seconde où vous rentrez à la Croix-Rouge, dans n'importe quelle autre association ou organisation, vous voyez, enfin, humanitaire, à la première seconde où vous avez porté assistance à quelqu'un qui en a besoin, votre centre de gravité se déplace de votre nombril vers les autres. Et étrangement, toutes les questions qui vous perturbaient sur vous, elles disparaissent parce que vous avez trouvé votre rôle immédiatement, vous avez aidé quelqu'un. Et c'est quelque chose qui vous accompagne toute la vie parce que vous découvrez tout à coup que très souvent le meilleur moyen de résoudre votre propre problème, c'est d'essayer d'aider quelqu'un à résoudre le sien. Voilà, je dirais que si vous avez mal à la tête, mais que vous allez aider quelqu'un qui est à l'hôpital, tout à coup, vous avez un peu moins mal à la tête. Vous voyez, et si vous avez un peu trop mangé et que vous vous sentez pas bien et que vous allez apporter de la nourriture à quelqu'un qui meurt de faim, vous allez voir votre indigestion, elle passe très vite. Et la Croix-Rouge et pourquoi ça m'a aidé toute la vie. Quand j'étais petit garçon, j'habitais un petit village du sud de la France. Et un jour, en traversant la place du village, ma grand-mère m'a montré la statue. Il y avait une statue d'un ancien général français sur son cheval. C'était une statue en bronze. Si vous voulez traduire. Nhân đây tôi xin kể một câu chuyện mà lúc tôi còn bé, tôi ở một cái làng ở miền Nam nước Pháp. Trong làng đó có trên cái công trường có một cái bức tượng của một người tướng Pháp bằng đồng ở trên cưỡi ngựa. Et ma grand-mère, qui avait beaucoup d'humour, me dit, tu vois, ça, les hommes croient que c'est ça l'éternité, une statue. Bà của tôi rất là cô bài chỉ cái tượng đó và nói rằng con người chỉ cái tượng đó chỉ nói con người tưởng rằng cái sự mãi mãi chính là cái tượng này. Et alors elle a ri et elle m'a dit, tu as vu ce que les pigeons ils en font de leur éternité? Con có nhìn thấy là những con bồ câu nó làm gì để cái sự mãi mãi này hay không?
Mais vous voyez, ma grand-mère est morte il y a 30 ans maintenant, et il se passe rarement une journée sans que je ne retrouve dans un visage, dans une phrase, dans un petit moment de la journée, quelque chose qui lui ressemble. Et tous les jours, je pense à elle, à un moment donné de la journée. Comme ça, pas parce que je le veux, parce que ça arrive. Et je crois qu'elle m'a donné la réponse à ce qu'est l'éternité. L'éternité, c'est le sentiment qu'on laisse quand on n'est plus là. Et c'est un peu ce que raconte l'histoire que je raconte dans ce roman. Il a inventé toute cette imagination uniquement pour trouver un moyen de dire à sa fille qu'il l'aime. L'idée de l'androïde, c'est la métaphore du clown. Quand vous allez au cirque, je ne sais pas si le cirque est populaire au Vietnam, quand vous regardez le clown, il a un masque. Personne ne voit l'homme qui est derrière le masque. Ni les adultes, ni les enfants ne voient que le clown. Anthony Walsh, le père de Julia, s'est habillé en androïde, prétend être androïde, pour faire le clown devant sa fille et trouver le moyen de lui dire qu'elle l'aime. Et je crois que pendant une grande partie de l'histoire, Julia sait très bien que son père n'est pas un androïde, mais elle rejoue le jeu de l'enfance pour trouver le moyen aussi de dire à son père qu'elle l'aime. Quand Anthony, tout à coup, a mal au genou, parce qu'en réalité, il est en train de mourir, et il lui reste plus que 8 jours. Et c'est pour ça qu'il y a cette urgence et qu'il invente cette fable. Quand il a mal au genou et que Julia s'inquiète de le voir souffrir, et que Anthony lui dit non, mais on a mis ça dans le programme pour faire plus vrai, vous voyez ce que je veux dire, ils savent bien l'un et l'autre, mais ils jouent cette comédie pour pouvoir pour pouvoir être libre de trouver le moment de se dire qu'ils s'aiment.